Nous en parler maintenant, il est attaché, qualifié coordinateur BRW 104 au sein de la DAFOR, donc les services publics de Wallonie. Il est prêt, je lui cède bien volontiers la parole. Parfait, merci beaucoup pour cette présentation. Merci beaucoup à tous les intervenants qui y ont présenté avant moi et qui vont me permettre d'aller plus vite sur certains sujets qui ont pu déjà présenter. Donc voilà, ma présentation, donc je vais présenter le projet 104 dont Nathalie a fait le bref résumé et le rappel il y a une minute. Avant de faire cela, je vais commencer sur la manière dont j'ai préparé la présentation, parce que je suis parti en fait du titre de la journée qui est la gestion de l'eau en période de sécheresse, et j'ai fait un constat en réfléchissant de la manière dont le projet a évolué et dont même la manière dont on voit la sécheresse, la gestion de l'eau et dont elle est abordée régulièrement. C'est qu'on a deux choses. On a la gestion de l'eau qui est un problème, une question de moyen ou de long terme, donc vraiment quelque chose qui se fait sur une certaine échelle de temps. On a la période de sécheresse qui est quelque chose de soudain, qui arrive à un moment donné et sur lequel il faut réagir assez rapidement pour trouver des solutions. Et en regardant donc, du coup ces deux phénomènes ensemble, on est sur deux temporalités assez différentes. Donc, parce que la période de sécheresse c'est caractérisée par un déficit en eau par rapport à une moyenne. Et donc, ces deux choses sont à regarder en même temps et voir comment est-ce qu'on trouve de l'eau et comment gérer l'eau quand il y en a pour qu'elle soit disponible durant la période de sécheresse. Donc, à partir de là, on va partir sur une opposition où regarder ensemble les périodes de manque d'eau et les périodes de disponibilité en eau, pour essayer de la trouver et de la rendre disponible dans le territoire. L'eau dans le territoire, où est-elle disponible et comment la mettre à disposition et la rendre disponible quand il y en a moins. Donc, on a une petite représentation du territoire qui se trouve ici. L'eau, elle est disponible à différents endroits. Donc ici, j'ai été invité par le Contre-Rivière. Elle est là dans les rivières, dans les cours d'eau, dans l'Escaut. Elle est aussi disponible dans le territoire agricole, dans le territoire rural, dans les prairies, dans des mares, dans des étangs. Elle est également disponible dans le vivant, parce que dans le vivant est constitué d'eau. Nous sommes nous-mêmes constitués de 70-80% d'eau. Donc dans les plantes, dans les bosquets, dans les zones humides, dans les prairies. Mais elle est également disponible dans le sol. Et dans le sol, il y a à peu près 8 fois plus d'eau à l'échelle mondiale, il y a à peu près 8 fois plus d'eau dans le sol que dans les rivières d'eau douce, je précise. Donc le sol est un réservoir inépuisable, est un grand réservoir d'eau sur lequel on va pouvoir travailler justement pour le rendre disponible, parce que le sol est peu sensible à la sécheresse. Donc le réservoir, une fois qu'il est rempli, si on arrive à le remplir correctement, on va pouvoir re-rendre disponible l'eau pendant toute une période où il y en aura moins. Alors comment est-ce qu'on va pouvoir travailler sur le territoire? Chez nous en Wallonie, on a un outil un peu magique qui s'appelle le remembrement. Alors, vous voyez arriver, je parle de rétention de l'eau, de comment réussir à la rendre disponible, d'écologie, etc. Le remembrement agricole, c'est vrai qu'à la base, c'était un outil principalement à usage agricole pour agrandir les parcelles, faciliter le travail agricole, le productivisme, et aller vraiment vers une facilité pour les agriculteurs pour qu'ils produisent à manger pour nous, et pour moi et pour vous. En 2014, on a revu en Wallonie le Code wallon de l'agriculture pour faire rentrer des objectifs et des enjeux importants dedans et le rendre multifonctionnel et le rendre multifonctionnel pour apporter d'autres enjeux et répondre aux enjeux qui ont évolué depuis l'après-guerre, qui était juste de produire de la nourriture. Maintenant, il y a d'autres enjeux de mobilité, de mobilité, de sécheresse, d'inondation, de biodiversité, etc. Donc c'est vers cela que l'on va aller avec le remembrement. Donc c'est un outil qui permet en fait de travailler sur le domaine public et sur la propriété sans expropriation. Donc on va pouvoir redessiner le parcellaire pour répondre à des enjeux spécifiques. Alors les 15 minutes sont un peu trop légères rien que pour parler de l'aménagement foncier rural. Donc j'y passe très rapidement, on pourra en parler plus profondément tout à l'heure, mais c'est un outil qui permet de répondre à toute une série d'enjeux qui sont listés ici. On retrouve la sécheresse tout là-bas, on retrouve la gestion des eaux ici, et aussi également l'agriculture et le foncier, donc l'objectif reste toujours agricole, mais avec 6 autres volets qui ont été tirés. Donc
Maintenant, j'ai parlé de l'outil, j'ai parlé de la vision de la sécheresse, d'utiliser le réservoir du sol, qui est le sol, le réservoir d'eau, qui est le sol. Je vais parler du projet 104, qui a comme beau titre « Amélioration de la gestion quantitative de l'eau en agriculture dans le contexte du changement climatique ». On retrouve deux choses, la gestion quantitative de l'eau, je viens d'en parler, les sécheresses, les inondations. Le changement climatique, comme l'a présenté ce matin Xavier Fetways, on va vers une certaine inconnue qu'on sait plus ou moins prédire avec des biais, mais à quelle sauce va-t-on être mangé et comment outiller le territoire maintenant avec la connaissance qu'on peut avoir de plus tard. Le tout pour aller vers un territoire résilient et justement tirer profit de tous les réservoirs d'eau qu'on a chez nous. Le sol, c'est pour ça que j'associe, que je parle d'agriculture aussi dans le titre, c'est que en Wallonie, le sol, 45% de la surface foncière est exploitée par les agriculteurs. Donc les agriculteurs sont des partenaires privilégiés, des partenaires avec qui on doit s'entourer. Dans l'aménagement foncier rural, on s'entoure également de tous les partenaires publics, des gestionnaires, des agriculteurs, des contrats rivières, les parcs naturels, les communes et nos collègues aussi qui ont diverses compétences au sein de la région. Donc le projet, comment on l'a construit? On a une phase de diagnostic, des études qui sont réalisées pour diagnostiquer le territoire sur lequel on va travailler. Une phase d'intégration, on va étudier le changement climatique, le modèle agricole, etc. pour essayer de voir vers où on va, comment on va évoluer et comment retravailler le territoire pour l'opérationnaliser à la fin. Donc l'objectif du projet, c'est vraiment de diagnostiquer, de voir quelles sont les évolutions et vers où on va, et puis après de trouver des solutions structurelles et les mettre en place sur le territoire. Tout ça ne se fait pas seul. Donc nous, on est à la DAFOR, la direction de l'aménagement foncier rural, donc le service public de Wallonie. On s'est entouré de bureaux d'études, d'académiques, d'associations, de bureaux d'ingénieurs pour vraiment dimensionner et apporter une réponse générale qui va pouvoir après apporter une solution dans le territoire partout en Wallonie, transfrontalièrement aussi, parce que les solutions qu'on va apporter chez nous dans le nord de la France vont aussi pouvoir être apportées. Calendrier, voilà, les études se terminent cette année et les travaux vont commencer l'année prochaine et se termineront pour 2027. Le territoire d'études, pourquoi est-ce qu'on est là? C'est qu'on travaille sur la Wallonie-Picarde. Donc pour pouvoir travailler, on a délimité 15 communes. Donc allant de Tournai ici en haut à gauche. Je vais prendre le pointeur ici, ce sera peut-être plus simple. Sinon vous avez un pointeur sur la télécommande aussi. Oui. On va partir de Tournai jusqu'à Enghien ici en haut à droite, ce qui permet d'avoir un territoire restreint. Mais sur lequel on peut apporter une solution. Et vous voyez ici, en vert foncé, toutes les zones sur lesquelles on va pouvoir travailler, nous, au sein de la direction de l'aménagement foncier rural, en travaillant l'aménagement foncier. Concrètement, pourquoi ces zones-ci? Ici, on retrouve la ligne ATGV, la ligne de train à grande vitesse, je fais le mix de l'acronyme et du mot. Et on retrouve ici la construction de l'A8, l'autoroute qui fait entre Bruxelles et Lille, qui sont des projets d'infrastructure qui ont été construits, et donc on a dû déplacer les agriculteurs et les personnes qui vivaient sur ce linéaire pour construire le linéaire, et donc on trouve des solutions pour leur réallouer le foncier correctement. Donc ça c'est pour le projet. Alors, je ne vais pas parler du diagnostic, je vais directement aller sur l'intégration, parce que je n'ai pas le temps d'aller très loin, et même sur l'intégration, je vais vous parler de ça. Mais toutes les études sont disponibles, je vous donnerai le lien juste après. Je vais revenir sur les modèles climatiques pour vous montrer vers où on va sur les 15 communes. Donc tout ce que je vous présente, ce sont des modélisations qui ont été faites spécifiquement sur les 15 communes. Ça a été fait en collaboration avec Xavier Fetways, avec qui a présenté ce matin. Donc on retrouve le modèle MAR, on retrouve les trois modèles climatiques globaux qui ont été utilisés, et on retrouve donc les trois modèles climatiques globaux. On retrouve ici en dessous 4 scénarios socio-économiques. Donc ce matin, Xavier Fetways a uniquement parlé du 370, qui est le plus probable, la trajectoire la plus probable vers laquelle on se dirige. Donc les scénarios économiques prennent en compte le niveau d'industrialisation vers lequel on va, le niveau d'effort, l'éducation, etc. Donc voilà, ici je vous présente les 4 et je vous présente 3 modèles différents ici pour discuter de la température. Alors quand on regarde l'évolution de la température
Donc ici, on a, comme vous avez fait toi, sans parler ce matin, la moyenne historique de 1980 à 2010. Et si on retrouve la moyenne vers 2050, on voit que les trois modèles s'accordent pour une augmentation des températures de 1 degré, plus ou moins, jusqu'à 1,5, peut-être jusqu'à 2, selon le scénario le plus pessimiste d'un des modèles. Donc on va clairement avoir une augmentation par rapport à la semaine dernière, fin 2010, ce qui montre que la trajectoire du changement climatique est clairement en route. Donc les modèles s'alignent pour dire qu'il y aura une augmentation, alors il y a toujours une variabilité, un biais qui intervient. Donc voilà, il y a une augmentation, c'est indéniable, même si on fait des efforts. C'est pas pour autant qu'il faut arrêter de faire des efforts, il faut continuer. Mais il va falloir s'adapter à un monde avec une température qui augmente. Par rapport au scénario climatique, le nombre de vagues de chaleur, donc les vagues de chaleur, ce sont des périodes de 5 jours au minimum pendant laquelle on dépasse une température de 25 degrés en moyenne et pour laquelle au moins 2 des 5 jours dépassent 30 degrés. Donc c'est des situations dans lesquelles il fait très chaud pendant une période de temps plus ou moins longue. On voit clairement ici sur le schéma qu'on va aller vers un doublement, voire un triplement du nombre de vagues de chaleur, un doublement du nombre de vagues de chaleur d'ici l'horizon 2050. Bon, voilà, c'est toujours les trois mêmes modèles avec les scénarios climatiques divers. Et donc du coup, on va aller vers une augmentation des températures, une augmentation du nombre de vagues de chaleur. Si on regarde maintenant par rapport aux précipitations, on voit ici qu'on va vers une augmentation plus ou moins mitigée en fonction des modèles. Donc annuellement, on va avoir un peu plus de précipitations, jusqu'à 10%. Donc chacun des graphiques présente un modèle. Si on regarde, il y a le dernier qui présente pas trop d'augmentation en termes de volume annuel. Les autres s'y accordent. Donc est-ce qu'on va vers une augmentation des précipitations ou non? En tout cas, on ne va pas vers une diminution. Ce qu'il faut rappeler, comme l'a présenté Xavier Fetoy ce matin, c'est qu'on est en retard, les modèles sont en retard par rapport à la réalité. Donc, on sait qu'il y a un biais qui est négatif, enfin, on sait qu'il y a un biais qui fait que ce qui est présenté est sous-évalué par rapport à la réalité. Donc, la réalité va aller vers une augmentation de la quantité annuelle de précipitations. Donc, ici, je vous ai simplement présenté les graphes des quantités annuelles de précipitations. On a une augmentation, on a une disparité durant l'année, on va avoir une augmentation en hiver, une diminution en été, avec toujours, comme le présentait Xavier Fetoy ce matin, la différence avec des étés qui vont aller de plus en plus secs, mais on aura toujours des étés assez humides. Donc on aura toujours la disparité des deux. On va avoir également une augmentation des pluies extrêmes durant l'année et un nombre de jours sans pluie également qui va augmenter. Donc on va avoir plus de jours avec des pluies plus importantes, mais on va aussi avoir plus de jours sans pluie. Donc ça veut dire que les pluies qu'on va avoir vont arriver d'un coup, vont pas avoir le temps forcément de s'infiltrer dans le sol, vont ruisseler, vont éroder les sols, vont arriver dans les cours d'eau, dans les bassins de rétention des entreprises, etc. Donc c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Et j'ai été voir une conférence récemment de Serge Zaka qui montrait que les précipitations vont augmenter, les volumes de précipitations vont augmenter, mais les sécheresses vont augmenter parce que l'eau n'aura pas eu le temps de s'infiltrer et d'être utilisée dans le territoire. Donc même si on sait qu'il va pleuvoir plus, on va avoir plus de sécheresse quand même. Tout ça sert à quoi? Avec les données climatiques, des données agronomiques, donc les pratiques et les modèles agronomiques, et les données de terrain, on va pouvoir faire des estimations des déficits hydriques des cultures dans le territoire. Alors je vous ai sorti simplement les déficits hydriques annuels qui sont prévus à l'ordre 2050, c'est un gros tableau. Je vais supprimer la variance. On va regarder les chiffres historiques, donc pour les cultures de maïs, le froment et la pomme de terre, sur tout le territoire pilote, donc les 15 communes que je vous ai présentées tout à l'heure. Si on garde la même quantité de froment, de maïs, la même surface cultivée en froment, en maïs et en pomme de terre, annuellement, on a plus ou moins cette quantité d'eau qu'il manque pour atteindre le rendement optimum. Donc il y a déjà des déficits en eau qui sont présents dans le territoire. Ils sont plus ou moins graves en fonction du moment auquel ils surviennent. Si, par exemple, la tubérisation des pommes de terre est un moment plus critique, s'il y a une sécheresse, ou pareil pour le froment, au moment où les grains sont formés.
Ce qu'on va regarder, c'est pour chacun des modèles, on a une estimation du volume qui sera déficitaire. Pour le maïs, on va aller vers une augmentation du déficit en fonction des périodes dans lesquelles, enfin du déficit en eau pour atteindre le rendement optimum. En froment, les modèles ne sont pas tout à fait d'accord. On en a un qui explose à 50 000 m3, les autres qui réduisent un petit peu. Donc il y a une certaine incertitude, mais le froment sera a priori toujours cultivable dans nos régions. Et pour la pomme de terre, on va aller vers une réduction, enfin une augmentation du déficit hydrique, principalement due aussi à la faible profondeur des racines de ces plantes qui ne vont pas pouvoir aller prélever l'eau en profondeur. Donc, on a parlé du déficit agricole, comment intégrer. Maintenant, comment est-ce qu'on opérationnalise pour aller prélever l'eau dans le territoire? On a différents niveaux d'action. On va avoir des aménagements légers, donc tout ce qui va être qui est déjà utilisé principalement pour les luttes contre les inondations et les coulées boueuses. On va utiliser les fascines, les talus, les zones de réinfiltration, etc., qu'on va pouvoir installer dans le territoire pour favoriser l'infiltration et retenir l'eau dans le territoire et dans le sol pour la rendre disponible au moment où il y aura moins d'eau pour les plantes. On a les techniques dites un peu plus modérées sur lesquelles on va s'appuyer sur les agriculteurs ou les acteurs du territoire aussi pour favoriser diminuer la quantité de sols qui seront nus durant l'année pour favoriser l'infiltration, réduire l'érosion. On va aller vers la promotion de bandes anti-érosives, les mélanges de cultures et les appuis aussi académiques avec tout ce qui est les nouveaux types les nouvelles variétés qui vont être plus résistantes et de nouvelles cultures éventuellement. Troisième point, c'est les aménagements importants sur lesquels on va aussi travailler, nous, au sein de l'aménagement foncier rural, quand on fait un aménagement foncier. Ça va être tout ce qui est installation de zones d'immersion temporaire, de zones d'expansion de crues, la reméandration de cours d'eau, la restauration hydromorphologique, c'est la reméandration aussi, et la création de mares tampons, par exemple. Et donc, ces aménagements vont permettre de retenir l'eau, d'éviter les inondations, d'augmenter la rétention dans le territoire. Et je vais terminer avec un aménagement qu'on a imaginé dans le cadre de du projet 104, qui est la ZOJ, qui est un aménagement créé sur le même fonctionnement qu'une zone d'immersion temporaire. Si vous ne connaissez pas, c'est un aménagement qui est constitué d'une digue, qui est constitué d'un pertuis de vidange, donc c'est un trou qui relargue l'eau vers l'aval dans un cours d'eau, dans un fossé, de manière contrôlée, avec un débit contrôlé pour ne pas l'inonder. L'eau est accumulée derrière la digue et est entièrement relarguée à l'issue de l'épisode pluvieux. Ici, avec la ZOJ, on a un deuxième pertuis qu'on vient installer et qui va permettre de stocker une quantité d'eau qui va pouvoir être stockée dans l'aménagement, utilisée pour la biodiversité, mais aussi qui va pouvoir être réutilisée pour d'autres services, par exemple l'agriculture ou encore des services communaux, des choses comme ça. Une petite animation vaut mieux qu'une grande explication. Quand il pleut, la ZOJ se remplit. Tant qu'elle ne dépasse pas le deuxième pertuis qui est ouvert, l'eau s'accumule et peut être utilisée. En même temps, on a l'infiltration. On peut avoir aussi des plantes qui sont et une certaine biodiversité qui vient y trouver refuge. Deuxième scénario, il pleut un petit peu plus, l'eau monte au-dessus du pertuis 2, il continue à pleuvoir. Une fois qu'il arrête de pleuvoir, ça continue à s'évacuer de manière contrôlée. Et une fois qu'on est descendu en dessous du second pertuis, l'eau est stockée pour pouvoir être utilisée. Troisième scénario, on a une alerte de l'IRM, notre institut météorologique, qui émet une alerte de pluie très importante. Un agent qui vient ouvrir le premier pertuis, on vide l'aménagement, on maximise la quantité d'eau qui peut être temporisée pour éviter les inondations. Voilà, l'aménagement se vide entièrement et on pourrait imaginer qu'on vienne refermer le pertuis pour recréer une zone de stockage. Dernier scénario, il pleut encore de manière très importante, on a l'IRM qui émet une petite alerte, quelqu'un vient réouvrir, ça vidange entièrement l'aménagement, cette fois-ci par contre il pleut de manière encore plus importante et ça déborde. Voilà, je présente toujours cette présentation, enfin ce dernier scénario, parce que c'est important de cultiver la culture du risque, c'est pas parce qu'on a quelque chose qui nous protège que c'est irrémédiable. J'en ai fini pour ma présentation. Les études que j'ai présentées en tout petit sont toutes disponibles sur le site internet du projet, donc il y a le QR code qui se trouve ici, le lien qui se trouve là.
Et j'en profite pour parler de cette belle photo qui est une réalisation de la direction. Donc on a créé des mares, on a reméandré un cours d'eau, on a agrandi une réserve naturelle et on a aussi amélioré le foncier agricole. Et l'inauguration a lieu la semaine prochaine. Et donc on est assez fiers de pouvoir montrer ça à la fin de nos présentations, ce qu'on a réussi à faire et ce qu'on réussit encore à faire. Merci infiniment pour cette présentation.